Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat, magazine consacré à l'actualité économique sur le continent. Aujourd'hui, nous parlons d'une réalité, les relations d'affaires entre l'Union européenne et l'Union africaine, ou l'Afrique de l'Ouest plus précisément. On a vu qu'en février 2022 se tenait le 7e forum des affaires Union européenne-Afrique avec pour thème renforcer les chaînes de valeur pour une croissance durable et des emplois décents. Et 4 mois plus tard, en terre ivoirienne, s'est tenu le Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne. Au cœur des réflexions, la transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre les secteurs privés européens et ouest-africains. Que retenir de ces rencontres? Quel impact réel sur les économies locales africaines et surtout comment repenser la coopération secteur privé européen, secteur privé ouest-africain? On en parle dans ce numéro avec Monsieur Moké Ake Saint-Mexan, consultant en développement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. Et avec nous ici en studio, M. Alain-Serge Kouadio. Merci encore d'être avec nous, Merci, M. Stéphane Soumaro. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, messieurs, on parle beaucoup de relations d'affaires entre l'Union africaine, on va dire le secteur privé africain et le secteur privé européen. On a vu le Business Forum qui s'est tenu récemment. Déjà, à première vue, quel bilan tirer de ces rencontres, M. Moké? Bon, c'est vrai qu'il faut faire le bilan du Business Forum, mais il faut parler déjà des relations entre l'Afrique, entre le continent africain, des relations économiques entre le continent africain et le continent européen. Il faut dire que ces relations-là sont parties sous de mauvais auspices. L'histoire, c'est vrai que nos partenaires nous reprochent très souvent de ressasser l'histoire, mais comme on le dit, on pardonne, mais on n'oublie pas. Cette histoire a été émaillée de difficultés. Et quand on parle de difficultés, on parle du commerce triangulaire déjà à l'époque. Donc c'est un passé qu'il faut assumer dans le cadre de nos échanges. Et ce passé-là a eu des répercussions tout au long justement de ces années. Dernièrement, on assiste à une multiplication de sommets au niveau international entre l'Union européenne, l'Union africaine, des sommets, des forums comme celui qui vient de se dérouler justement au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est bien, tout de même, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que cela pose des bases nouvelles d'une collaboration ou du moins d'une coopération au niveau économique. Même si à l'analyse et pour parler du bilan justement de ce CO, on a beaucoup d'effets d'annonce, mais très peu de concret, très peu de résultats. Parce que toutes ces années, justement, ces différents forums et les différentes promesses qui avaient été annoncées, surtout des chiffres, on parle de plusieurs milliards d'euros d'investissement en Afrique, ces promesses n'ont pas tenu. Et à chaque fois, on a l'impression qu'on assiste à des forums pour parler et reparler des mêmes choses. Voilà un peu la difficulté, la complexité de nos rapports aujourd'hui avec le continent européen. Alors, M. Alain-Serge, je me retourne vers vous. Vous, quel bilan vous tirez déjà de ces rencontres, votre appréciation? Oui, en termes de bilan, il faut dire que c'est un forum qui a réuni deux institutions économiques sous-régionales, l'Union européenne et la CEDEAO. Et en termes de bilan, c'est environ 700 entreprises, 700 participants du moins qui se sont réunis à Abidjan avec environ 150 entreprises. Il faut dire que ce panel-là, ce forum-là, qui a réuni deux institutions sous-régionales à forte vocation économique, parce qu'il est important de le dire que l'Union européenne, c'est la première puissance économique du monde, s'est axé sur trois grands panels de haut niveau. Le premier panel avait pour objectif de statuer sur un partenariat très efficient, très efficace, qui pourrait permettre à l'Afrique et principalement à la CEDEAO, à travers son secteur industriel, d'aller de l'avant. Et le deuxième partenariat consistait à mettre en place un mécanisme qui pourrait permettre de créer des chaînes de valeur sur la base des matières premières qu'on trouve sur le continent africain. Et le troisième panel de haut niveau a consisté, bien entendu, à mettre en place des stratégies pour une transformation structurelle de l'économie sous-régionale. Je pense que c'est en termes de bilan ce qu'on peut retenir. Mais comme il a si bien dit, il y a eu plusieurs panels qui se sont tenus, il y a eu de très grandes décisions, mais très peu d'actes ont été posés. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique qui se pose avec plus d'acuité sur le continent africain, c'est celle de la transformation structurelle de son économie, c'est-à-dire son industrialisation. Donc pour moi, quand on dit qu'il y a un business forum entre deux institutions sous-régionales, on sait déjà que le secteur industriel africain est encore embryonnaire. Et
la problématique qui se pose, c'est le transfert des technologies pour pouvoir permettre cette industrialisation. Cette industrialisation, parce que Tidjane Thiam le disait que quand un pays a des ressources naturelles et qu'il n'a pas la technologie pour les exploiter, pour les extraire, ces ressources naturelles n'ont aucune valeur. Et on voit comment est-ce que nos ressources naturelles sont exploitées et on voit ce que nos États africains perçoivent en termes de rentabilité. Donc c'est autant de problèmes qui sont factuels qu'il faut poser de façon plus claire et plus précise, de sorte à ce que l'Afrique puisse aller de l'avant dans son développement. Parce qu'aucune nation ne peut se développer sans développement industriel. Alors vous parlez de développement industriel, de transformation des économies, mais on voit aussi un peu le discours, le discours du président du patronat ivoirien, M. Jean-Marie Akka, qui a dit, je cite, « Ce que le secteur privé attend de ce programme, c'est d'une part renforcer les investissements européens dans nos pays et aussi renforcer le transfert de technologies européennes dans nos pays. » Donc le transfert de technologies était quand même au cœur de ces rencontres. Oui, effectivement, parce que quand on parle, moi je pense que tout se résume même aux investissements. Parce que quand vous prenez le secteur privé africain, l'une des difficultés auxquelles il est confronté, c'est le problème d'investissement, l'accessibilité au financement. Mais aujourd'hui, là, pour pouvoir faire un transfert de technologie, il faut de l'argent. Aujourd'hui, pour que nos produits qui sortent de nos industries soient plus compétitifs, il faudrait qu'on ait la technologie pour pouvoir fabriquer des produits compétitifs. Aujourd'hui, le marché européen, tout le monde le sait, le marché européen, c'est un marché qui est saturé. Mais est-ce que l'Afrique a la possibilité d'exporter des produits qui pourront compétir avec iPhone, avec Samsung, avec LG? C'est la question qui se pose. Aujourd'hui, est-ce que le continent africain ne peut pas se tourner vers une autre forme de partenariat, c'est-à-dire nord-sud, je dirais sud-sud du moins? On sait que l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est une floraison de ressources naturelles. Mais l'Afrique pourrait se tourner vers elle-même. Dans la mesure où on n'a pas accès au transfert de technologies. Même si on a accès au transfert de technologies, on connaît déjà les différentes barrières juridiques que les Européens ont mis pour protéger leurs différentes exportations, pour protéger leurs différentes économies. Est-ce que l'Afrique, même si elle jouit de ce transfert de technologies-là, pourra-t-elle ou sera-t-elle à mesure, à travers ces produits qui sortiront de l'industrie, de concurrencer les produits internationaux? Je pense que c'est la question qui se pose. Mais comme les Africains ont déjà un vaste marché de consommation, c'est 1,4 milliard d'habitants, je pense que c'est une aubaine à saisir. C'est un état d'esprit pour moi, c'est le mindset, c'est un état d'esprit. Le développement du secteur africain relève de l'état d'esprit. Parce qu'on pense toujours qu'il faut consommer les produits internationaux, alors que nos produits peuvent nous permettre de pouvoir avoir assez d'argent et faire tourner notre économie. Alors justement, votre développement me ramène, en tout cas, convoque une question sur moi. Est-ce que cette rencontre, c'était vraiment un cadre de partenariat sur, on va dire, sur le même pied d'égalité, ou bien le secteur privé africain venait juste pour solliciter des investissements du secteur privé européen? C'est clair qu'en matière d'économie, on ne parlerait pas sur le même pied d'égalité avec l'Europe. Ça, c'est tout de même une évidence. Mais pour revenir à ce que M. Alain disait, et qui est très important, on a, en termes d'économie, en termes d'exportation, on a une sorte de barrière technique qui nous est donnée par l'Europe. C'est vrai qu'au-delà, les normes internationales sont quelque peu mises à l'écart et l'Union européenne a ses propres normes. Ce qui rend très difficile nos capacités justement à exporter un certain nombre de produits, surtout les produits phytosanitaires. Vous voyez, au cours des années, c'est plus de 400 millions de dollars de pertes que l'Afrique a du fait que ces produits n'arrivent pas justement en Europe ou ne respectent pas les normes telles qu'établies par les Européens. Alors, le mot n'est pas volé, c'est une sorte de protectionnisme auquel on assiste. Et moi, je veux aller plus loin pour dire que si nous voulons atteindre un niveau de compétitivité, il ne faut pas avoir peur de l'appliquer aussi au niveau de nos États pour protéger nos entreprises au niveau local. Vous voyez par exemple le Nigeria. Le Nigeria au niveau du riz. Le Nigeria a mis en place un système qui a fait des barrières au niveau des douanes, qui a fait une barrière au niveau des douanes et va encourager, sinon réagir sur le secteur au niveau de la fiscalité en 2014. Ce qui va avoir pour impact de fait que l'importation du riz va baisser et le Nigeria va produire plus de 3 millions de tonnes de riz en 2014. En 2016, on est parti encore et l'entreprise justement Dangote va investir plus d'1 milliard de dollars
dans justement le secteur rizicole. Voilà un peu des mesures fortes qu'il faut prendre pour protéger aujourd'hui notre secteur privé. Il en est de même pour l'oignon sénégalais, pour le bois au Gabon, mais aussi le ciment au niveau du Nigeria. Alors, il faut faire preuve d'un peu de protectionnisme parce que nos économies et nos entreprises ont du mal à résister face aux multinationales qui viennent avec des moyens colossaux et qui viennent investir. Donc nous ne pouvons pas tenir la concurrence, il faut plus de protection au niveau de nos États. Je vais rapidement rebondir sur la question que vous avez posée via les propos du président du patronat ivoirien, mais ces propos sont tellement clairs. Quand vous analysez ces propos, vous vous rendez compte que l'Afrique, le secteur privé africain ne va pas sur le même pied d'égalité que le secteur privé européen, parce qu'ils vont en demandant un transfert de technologie. Mais quand vous allez dans une position de demande, ça veut dire que par moment, il pourra avoir ce qu'on appelle le revers de la médaille. Mais vous demandez, quand on vous donne, qu'est-ce que vous donnez en retour? Je pense que c'est ces questions-là qu'il faut poser avec beaucoup plus d'acuité. Aujourd'hui, l'Afrique doit sortir des débats, des grandes conférences, mais passer aux choses concrètes. L'Afrique doit passer à son industrialisation. Comment on fait pour passer à son industrialisation? On passe à son industrialisation si on a la capacité, on a la technologie pour révolutionner l'industrie, de sorte à ce que les produits qui sortent soient des produits compétitifs. Alors déjà, dans l'organisation de ce Business Forum, il y a quelque chose qui a attiré un peu mon attention, c'est que ce projet, ces rencontres sont financées intégralement par l'Union européenne et organisé, on va dire en griffe implémenté sur le territoire par le patronat ivoirien. On a regardé aussi les panélistes, sur la dizaine de panélistes qui sont intervenus. On a eu le secrétaire permanent de l'OADA et la responsable du Proparco en Côte d'Ivoire. À part ces deux personnes, tous les 8 autres étaient de hauts cadres, de hauts responsables européens. Donc on voit que c'est beaucoup plus une offensive européenne vers l'Afrique. Mais effectivement, et ça pose aussi le problème de l'indépendance financière de l'Afrique vis-à-vis de l'organisation de certaines conférences internationales. Permettez-moi de rajouter, est-ce que dans ces conditions, on peut dire que la voix de l'Afrique a été portée? Bon, à partir du moment où on vous dicte certaines leçons, il est difficile de dire que votre voix porte. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'essentiel des panélistes étaient des Occidentaux. Mais moi, je pense qu'on vient pour régler un problème africain. Donc, il serait intéressant, il serait judicieux de permettre à ce qu'il y ait un nombre assez important de panélistes africains qui viennent expliquer les difficultés auxquelles le secteur privé africain est confronté. On parle de l'énergie, la question de l'énergie, le financement, la corruption, les questions d'infrastructures routières. Donc, il serait plus judicieux pour l'Afrique de pouvoir présenter certains panélistes africains lors de ces rencontres pour mieux exposer. Parce que qui connaît mieux les problèmes des Africains que les Africains eux-mêmes? Il n'y a que les Africains. Et ça pose aussi le problème de l'indépendance financière de nos institutions sous-régionales. Il en est de même pour la CEDEAO. L'essentiel des activités, des projets de développement de la CEDEAO, des institutions sous-régionales sont financés par les Occidentaux. Mais à partir du moment où on finance vos activités, est-ce que vous avez la possibilité d'être souverain? C'est la question qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez aller au développement, il va falloir que vous ayez une certaine souveraineté qui vous permet de prendre certaines décisions. Parce que là, on est toujours obligé de tendre la main lors des panels, on est toujours obligé d'attendre, alors qu'on a la possibilité d'aller dans une démarche qui est un peu plus, je dirais, dynamique. Pour moi, c'est quoi? La démarche, elle est simple. On veut aller au développement. On connaît déjà le secteur stratégique de développement. On va d'abord former des personnes, c'est-à-dire investir dans le capital humain. Une fois que ces investissements-là sont effectués, on va créer des écoles, des universités dans les 10 secteurs, de sorte à ce que dans les années à venir, les personnes qu'on a formées puissent avoir la possibilité de former d'autres personnes et le secteur pourra être plus dynamique. C'est ce qu'ont fait les États asiatiques. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des personnes qui travaillent dans le secteur privé, ils sont confrontés à la problématique de l'innovation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que le secteur privé a pris de l'envol, a pris de l'ampleur en Afrique? C'est parce que c'était un secteur qui, au lendemain des indépendances, était détenu par le public. Et l'État avait mis en place une sorte de balises de sorte à ce que les sociétés d'État ne soient pas concurrencées. Mais elles étaient dans une zone de confort, elles ont baigné dans un laxisme avec l'absence de concurrence. Elles ont dû faire face aux chocs exogènes, la crise internationale, la chute des coûts des matières premières. Et l'État de Côte d'Ivoire, principalement la plupart des États africains dans les années 1980, est obligé d'adopter une politique d'austérité. Donc ça a permis à l'État, à certains États de pouvoir faire ce qu'on appelle la privatisation.
Et c'est cette privatisation-là qui a permis à certains grands groupes de s'incruster dans les différents secteurs d'activité socio-économique. Mais aujourd'hui, quand vous vous rendez compte, vous analysez bien le secteur, vous vous rendez compte que cette privatisation a eu lieu parce que les sociétés d'État n'avaient pas la capacité d'innover. Parce que les produits qui sortaient de nos industries n'étaient pas compétitifs. Aujourd'hui, quand on parle d'industrialisation, on parle de compétitivité. Prenez l'exemple de Apple, de Samsung, de LG. C'est la guerre technologique. Est-ce que l'Afrique est arrivée à ce stade? Si l'Afrique n'est pas arrivée à ce stade, qu'elle se tourne dans la dynamique de la ZLECAf? Alors ça, c'est une question de recherche et de développement que nos États ou le secteur privé doit essayer de développer davantage. Mais on a vu aussi que dans le cadre de ces rencontres, le secteur énergie était quand même un peu mis à l'honneur. Est-ce, on va dire, un relent de la crise en Ukraine qui suscite cette motivation pour les investisseurs européens de venir sur le territoire africain chercher des solutions énergétiques, ou bien c'était quelque chose qui était prévisible par rapport au continent africain? Voilà, moi je voulais même tout de suite par rapport à votre question dire qu'il faut décomplexer les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Tout à l'heure, M. Stéphane disait qu'il y a eu plus de panélistes européens, c'est tout à fait normal. C'est celui qui paye évidemment qui a la priorité. Donc dès lors que si pour des panels, on n'est pas à mesure, je veux dire, d'allonger, comme on dit, la monnaie, il faut accepter un certain nombre de mesures. Donc nous faisons partie de cette génération-là qui analyse ces rapports de façon tout à fait décomplexée. Mais j'ai eu un peu mal quand même quand j'ai écouté le Premier ministre ivoirien parler dans son discours de beaucoup plus de financement, beaucoup plus d'argent. Ces panels-là ressemblent plus à des recherches de financement qu'à des situations où on pose véritablement l'économie africaine de façon à ce qu'il y ait du win-win, du gagnant-gagnant. Ce n'est pas l'impression qu'on a. Aujourd'hui, tous les investissements qui sont faits aujourd'hui dans un sens pour rattraper un peu une situation géopolitique, mais aussi géostratégique. Nous ne l'aurons pas. On est aujourd'hui un centre d'intérêt important et majeur au niveau international parce que l'Afrique, entre-temps, a diversifié ses partenariats, que ce soit au niveau de la Russie, au niveau de la Chine, au niveau des Indes, du Brésil. Aujourd'hui, l'Afrique est très ouverte au niveau du marché et donc j'analyse tous ces forums comme une sorte d'offensive véritable de l'Europe pour reprendre pied au niveau de l'Afrique. Ça serait tout de même difficile, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, nous aspirons, en tout cas nos entreprises aspirent à plus de compétitivité. Et donc, si on veut véritablement impacter, il faut se tourner vers d'autres partenaires. Il ne faut pas attendre tout justement de l'Europe, il faut que l'Europe accepte. Et je suis aujourd'hui heureux que même au niveau des dirigeants, au niveau des élites, le discours est tout au moins changé. On assiste à une sorte de changement de discours. Je pense que les Européens commencent à voir l'Afrique autrement, ce qui n'a pas toujours été le cas et c'est bon pour la suite. Alors, juste une autre question. Quand on parle de mondialisation, c'est vrai qu'on parle d'un cadre de coopération, mais on parle de mondialisation. On voit ces investisseurs européens venir vers l'Afrique, ces entreprises européennes venir vers l'Afrique. À quand est-ce qu'on peut espérer voir les entreprises africaines pénétrer le marché européen véritablement? Attends, s'il vous plaît. Il a posé un problème tout à l'heure qui est un problème important. C'est la capacité de consommation de l'Afrique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est le continent de l'avenir. Vous avez 70% de personnes en Afrique qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est une population très jeune. Donc, la consommation est ici. La consommation en 2050, on sera à 2,5 milliards à peu près, 2,5 milliards à peu près de population. Donc, en termes de consommation, l'Afrique devait penser à un modèle qui permet justement de consommer africain, je veux dire au niveau vraiment local, parce qu'on n'en est qu'à 12% des transactions au niveau même de l'Afrique. Au niveau de l'Europe, chaque année, on augmente et depuis la crise ukrainienne, à plus de 42%. Des exportations. C'est vous dire aujourd'hui que l'Afrique devait travailler à ce que la consommation intérieure soit beaucoup plus dynamique et beaucoup plus importante. Plutôt que de rechercher des marchés chez les Européens qui de toutes les façons on cherche ici et on voit l'implantation de grands groupes, il faudrait justement commencer, je veux dire, à travailler sur cet aspect-là. Et ça serait déjà très bien. Moi, je tiens à dire que le secteur occidental est saturé en termes d'opportunités. Vous savez, les Blancs, ils ont opéré dans ce qu'on appelle la recherche-développement. Les Blancs, ils ont fait ce qu'on appelle la prospective. Ils ont prévu leur devenir sur 100 ans, sur 200 ans, avec des théories économiques, avec des modèles numériques. Donc aujourd'hui, parler d'investissement des groupes africains en Occident, pour moi, ça relèverait de l'utopie. Je pense que les possibilités d'investissement se trouvent en Afrique. J'ai échangé avec une dame
qui est homme d'affaires en Côte d'Ivoire, elle m'a dit que le secteur occidental est bouché, que tout se trouve en Afrique. L'Afrique, c'est le continent d'avenir. L'Afrique, c'est un environnement où plusieurs secteurs sont encore inexploités. Et je pense que c'est ces opportunités-là que nos différents investisseurs devraient saisir, ne serait-ce que dans le domaine même de la formation, dans le domaine agricole, dans le domaine des services, dans le domaine industriel. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses. Figurez-vous que quand vous voulez vous développer, il va falloir tenir compte de plusieurs facteurs. Il y a d'abord le marché de consommation. Ça encore, je le redis, c'est 1,4 milliard d'habitants. Il y a la source d'énergie. Mais l'Afrique, c'est un continent qui est un scandale géologique. Ça, je le redis, la RDC seule peut approvisionner toute l'Afrique en électricité. Et puis, il y a les matières premières. Mais on a tout ce qu'il faut pour se développer. Ça veut dire que l'Afrique respecte les conditions pour aller au développement. Ce n'est qu'une question de volonté et d'état d'esprit, ce que j'appelle mindset. Alors justement, en parlant de marché de consommation et justement de sources d'énergie et de la RDC, justement, il y a eu le DRC Business Forum qui s'est tenu où la ministre de l'Industrie, des Mines, je crois, avait dit que l'Afrique, la RDC, seule représentait 50% des réserves de lithium au niveau mondial. La RDC produisait en abondance de cobalt. Donc il était question sur place de développer la technologie pour produire des batteries électriques sur place en RDC et pouvoir les vendre. Mais vendre vers l'Europe, qui est en tout cas l'un des premiers consommateurs de ce type de batteries, et en Occident, bien entendu. Donc, est-ce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas une opportunité pour l'Afrique de pénétrer justement le marché européen, produire des batteries électriques sur place et les revendre en Europe? Oui, ça pourrait être une aubaine pour l'Afrique, mais il faut situer le contexte. Vous savez que nous sommes dans une dynamique de transition énergétique, où les Occidentaux ne veulent plus utiliser le fossile. Et je pense que d'ici certaines années, tous les véhicules seront électriques, même dans certains pays africains. Je pense qu'il y a une commune de Côte d'Ivoire qui est en train de travailler à cela, de sorte à ce que les véhicules qui fonctionneront sont soit des véhicules électriques, mais ces véhicules-là fonctionnent avec une batterie adaptée. Et ces batteries-là se font avec le lithium, le cobalt, qui sont aujourd'hui des ressources très prisées. Mais est-ce que l'Afrique est préparée à entrer dans cette dynamique? Non, pas pour le moment, parce qu'on n'a pas la technologie. Mais si ça doit être dans un partenariat gagnant-gagnant, franc, l'Afrique peut s'en sortir, l'Afrique peut pénétrer des marchés internationaux. Dans ce sens. Mais il faudrait qu'on le dise, le développement de l'Afrique ne se limite pas seulement qu'à l'exportation des batteries. Justement, pas uniquement qu'à l'exportation des matières premières. Il faut pouvoir quand même réussir à donner de la valeur ajoutée à ce que nous produisons. Alors, messieurs, c'est vrai qu'on tire pratiquement vers la fin de cette émission. Une demi-heure, c'est relativement peu. Mais déjà, selon vous, qu'est-ce qu'il faut retenir des relations secteur privé, Afrique, Europe et surtout, comment repenser cette coopération? Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on assiste à une décomplexification de nos rapports. Excusez-moi, je perds un peu mon latin. Et donc, aujourd'hui, on a des raisons d'espérer. Mais pour ce faire, il faut une refonte, mais en profondeur, de nos économies. Il faut une refonte en profondeur. Il faut que le secteur privé africain commence à travailler sur le marché africain. Et il y a l'exemple des mobile money, par exemple, qui ne se font pas, qui ne s'est pas fait en Europe, mais qui a été une réussite ici en Afrique. Pour dire qu'aujourd'hui, il faut penser à ce genre de start-up qui pourrait permettre justement à l'Afrique de pouvoir intégrer ses spécificités dans notre économie. Si on multiplie, je veux dire, ce type d'initiative, il va de soi que nous n'aurons pas à pâlir face au secteur européen qui est en train, au fur et à mesure, et on le constate, de s'essouffler en termes d'innovation. Donc l'Afrique est véritablement le continent d'avenir. Moi, j'emboîte dans le même, comme on appelle ça, dans le même pas que lui, pour dire que l'Afrique est le continent d'avenir. Et c'est clair que d'ici les décennies à venir, l'Afrique va enregistrer l'arrivée de grands groupes industriels. Je pense qu'il serait intéressant que les États africains se mettent ensemble pour exiger un transfert de technologie. Je pense que c'est ce que les Chinois ont fait, ce que les Asiatiques ont fait. Parce que sans transfert de technologie, l'Afrique ne pourra pas émerger. On ne peut pas prétendre recevoir de grands groupes industriels qui font des économies d'échelle. Et en retour, l'Afrique s'en sort avec, je dirais, rien, comme on peut le dire dans notre jargon ivoirien. Il est temps pour nous de passer à notre transformation structurelle, certainement avec une économie verte. Mais toujours est-il que la transformation structurelle de notre économie, c'est la clé de voûte de tout développement. Elle doit s'assurer, elle doit s'accompagner par un capital humain bien formé, bien compétent, et puis par
la facilité de l'accessibilité à l'énergie. Vous ne pouvez pas prétendre développer si la problématique de la question de l'énergie n'est pas réglée. Il y a aussi la question des financements. Je pense que l'État aussi a un rôle moteur à jouer. Qu'est-ce que l'État fait pour pouvoir permettre aux champions nationaux d'accéder au financement? Parce que c'est l'une des difficultés. Même si vous croisez un opérateur technique qui veut vous aider à digitaliser votre activité ou à implémenter une nouvelle donne qui pourrait vous permettre de produire des produits de qualité, mais il va falloir financer. Le financement vient d'où? Après ce financement, il va falloir régler aussi les questions de corruption, les questions de bonne gouvernance, les questions d'infrastructures routières, les questions du renforcement du parking automobile. C'est autant de questions qui sont factuelles dont les États africains doivent chercher à régler, à juguler le plus tôt possible. Parce que l'Afrique, c'est le continent d'avenir. L'Afrique, on est tous d'accord, c'est le continent de l'avenir. Messieurs, merci encore pour vos contributions. On parlait aujourd'hui justement du secteur privé européen et du secteur privé africain, ouest africain surtout. Comment arriver à matcher ces deux secteurs privé. Merci encore pour vos contributions. Monsieur Moké Akesemeksan, consultant en développement, merci d'être avec nous. Et Monsieur Alain-Serge Kouadio, merci encore pour vos analyses, toujours édifiantes. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce numéro de votre magazine Éco-Débat consacré au partenariat secteur privé européen, secteur privé ouest africain. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.